Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la série sur la diversité de l'agriculture à Taïwan. C'est Sasa qui vous accompagne aux côtés de Pierre Lucas et Victor Besnier que j'ai interviewés sur l'étude de terrain qu'ils ont effectuée en 2025 à Pingdong dans le cadre de leur Master 2 à AgroParisTech. Nous continuons donc d'explorer la grande diversité des pratiques agricoles à Neipu, dans la plaine de Pingdong. Dans les précédents épisodes, Victor et Pierre nous ont expliqué pourquoi et comment ils avaient dégagé 3 grandes zones dans leur étude en fonction de la taille des exploitations et du type de culture. Ils nous ont aussi parlé des facteurs historiques, sociaux, économiques, politiques et juridiques qui sont à l'origine de ces différents modes de culture. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord nous pencher sur la zone sud-ouest de leur terrain où le régime nationaliste du Kuomintang avait créé la Pingdong Farm dans les années 50 pour permettre à des vétérans d'y travailler la terre. Cette ferme était gérée de manière collective. Lorsque ces vétérans ont eu des enfants, ces derniers ont pu, à partir des années 80, acquérir le lopin de terre de leur père une fois décédé. Mais de nombreux vétérans n'ont pas eu de descendance et leurs terres sont alors retournées au comité des vétérans qui les a mises en location. Victor Besnier apporte quelques détails sur cette zone. Et donc aujourd'hui, on trouve différents types d'exploitation dans cette zone, avec des stratégies qui vont être différentes et qui vont profiter ou non des différents investissements qui avaient été faits par la Pingdong Farm et qu'on va retrouver aujourd'hui sur le terrain. Ceux qui vont bénéficier d'un capital existant, donc comme les pisciculteurs ou des éleveurs d'oies par exemple, qui ont besoin de bassins, et qui vont donc se servir de ce capital pour produire, c'est de l'élevage donc. Et il y a ceux qui vont avoir accès à des petites surfaces en location, et qui donc vont souvent planter de la papaye, parce que la papaye représente un fort investissement en capital la première année, mais ensuite va dégager pas mal de valeur ajoutée. Ça va permettre de rembourser assez rapidement. Et ceux qui vont pouvoir louer des très grandes surfaces, eux, vont en fait jouer sur des cultures qui vont représenter moins de travail, mais qui, comme elles sont faites sur des très grandes surfaces, vont devoir nécessiter beaucoup de main-d'œuvre. Et ils vont faire donc planter de la banane, planter de l'ananas. Ça va souvent faire appel à de la main-d'œuvre immigrée, puisque en gros, le but de ces exploitations, c'est de dégager le plus de valeur possible. Mais il y a une contrainte dans cette zone, c'est que les loyers sont très élevés. Plus élevés que lorsqu'on va louer à un propriétaire privé. Par exemple, un propriétaire privé dans notre zone d'étude, 1 hectare, c'est 60 000 NTD. Là, ça va être le double. Comment ça se fait ? Parce que pour louer des grandes surfaces dans cette zone, il faut répondre à un appel d'offres qui est donc lancé par le comité des vétérans. Et celui qui va remporter la mise est celui qui va avoir les plus grandes capacités pour louer. Cette compétition pour l'appel d'offres fait que les prix de location sont extrêmement élevés. Et donc ça encourage les locataires à faire appel à de la main-d'œuvre immigrée qui, souvent on nous a dit, travailler plus que de la main-d'œuvre taïwanaise et qui vont s'inscrire dans des rapports sociaux différents. Très souvent, il y a un chef des travailleurs, et s'il y a un Taïwanais dans la ferme, ça va être le Taïwanais qui va être chef des travailleurs, et les travailleurs immigrés qui vont être sous ses ordres. Donc ça va permettre de diminuer les coûts de main-d'œuvre dont ces exploitations ont besoin sur de telles surfaces. Victor Besnier précise que si les agriculteurs locataires plantent de la banane, de l'ananas ou de la papaye, c'est parce que ce sont des récoltes assez rapides. Ça ne serait pas très avisé de planter des aréquiers, des arbres qui ne produisent pas pendant les 5 premières années, alors que ces terrains sont loués très cher et pour un bail de 5 ans renouvelable une fois avant de faire l'objet d'un nouvel appel d'offres. Le choix des cultures n'est donc pas le fruit du hasard et bien sûr, les conditions du sol sont aussi un élément que les agriculteurs prennent en compte. D'ailleurs, Victor précise qu'il y a un cas de figure où des agriculteurs qui ont investi dans des machines louent de grandes surfaces au comité des vétérans, puis sous-louent ces terres à d'autres agriculteurs à la condition qu'ils les emploient pour le travail préalable du sol qui est parfois nécessaire avant certaines cultures et qui nécessite les machines qu'ils possèdent. Et donc, en fait, tout ça pourquoi ? Parce que le comité des vétérans loue ces terres, a pour mission de financer les retraites des militaires. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, il y a une condition de rentabilité. Le comité du vétéran doit
dégager une certaine rentabilité. Donc en fait, l'agriculture, ça sert à payer les retraites des militaires. Ah, c'est intéressant. Ce qui est intéressant sur la façon dont se répartit la valeur ajoutée qui est produite sur cette zone, c'est qu'en fait, on a une valeur ajoutée qui est principalement produite par de la main-d'œuvre immigrée, puisqu'en fait, tous les travailleurs qu'on a vus là-bas, c'était des immigrés. Comme en fait, les appels d'offres sont sur 10 ans, les gens qui exploitent ces surfaces-là sont très peu incités à investir, puisqu'ils ne sont pas sûrs de voir leur bail renouvelé à l'issue de 10 ans. Et donc en fait, la totalité de la valeur ajoutée qui est produite sur cette zone vient du travail qui est produit par les immigrés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette valeur ajoutée qui est produite, il y a beaucoup de gens du coup qui vont venir prélever de la valeur ajoutée. Donc il y a d'abord le manager, la personne qui loue la terre, mais en fait souvent cette personne, elle la sous-loue à quelqu'un d'autre, qui est des personnes qui possèdent des gros capitaux, donc qui sont capables de répondre à des appels d'offres très compétitifs pour louer en fait des très grandes surfaces. Et donc déjà on a déjà 2 personnes qui servent dans la valeur ajoutée sans forcément fournir du travail dans le processus de production. Et en plus de ça, il y a la rente très élevée qui est fixée par le comité des vétérans et qui sert in fine à financer la sécurité sociale des militaires retraités. Donc du coup, on a une situation qui est quand même un peu particulière. Voilà. Plus on creuse, plus on découvre de choses, en effet. On serait loin de se douter, au premier abord, que ces locations de terres entrent dans le financement des retraites des militaires. Et on constate aussi que les travailleurs migrants ont une place centrale dans ce système, puisque leur salaire, plus faible, ou le fait qu'ils travaillent beaucoup, permet à certains intermédiaires de dégager de la valeur. Le cœur de notre travail, ça nous permet d'acquérir de mettre en relief l'histoire, de voir quels sont les liens en fait entre rapports sociaux de production, contexte historique, évolution de contexte macroéconomique sur les évolutions de l'agriculture. Ça nous permet d'avoir des informations sur la façon dont tout ça s'est passé à Taïwan, mais le cœur de ce qu'on fait en fait, c'est aussi de montrer que l'agriculture qui est mise en œuvre, elle procède pas de facteurs qu'on pourrait appeler naturels. En fait, tout ça est construit d'un point de vue législatif, d'un point de vue social, la façon dont on va organiser en fait la transmission des terres ou la répartition de la valeur ajoutée qui est produite, de la façon dont on organise le travail, qui travaille, combien de temps, pour qui, voilà. Et enfin, le cœur de ce qu'on fait, c'est de montrer qu'en fait tout ça est construit et que les législateurs ont beaucoup de pouvoir dans la façon dont se structure l'agriculture. C'est vrai que dans le paradigme actuel, on a un petit peu tendance à dire tout se fait un peu en fonction du marché, c'est-à-dire en fonction de ce qui va se vendre. Alors c'est un des facteurs, par exemple pour l'aréquier aussi, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, effectivement, et votre étude, ça a permis de mettre en relief la diversité des facteurs, en fait. Il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, le fait que les terres la valeur de la terre agricole soit très élevée à Taïwan, c'est notamment parce qu'on a aussi pas de taxe sur l'héritage. En fait, il faut imaginer que, par exemple, un pays qui mettrait en place une taxe sur l'héritage de terres agricoles fait baisser la valeur de la terre agricole, puisqu'en fait, quelqu'un qui se voit en position d'héritier de terre agricole serait beaucoup moins incité à récupérer cette terre pour ensuite la cultiver, puisqu'en fait, il aurait à payer, alors qu'à Taïwan, on n'a pas besoin de payer. Donc c'est ça qui fait en partie que la valeur de la terre est si élevée. Et en même temps, le fait de ne pas taxer cet héritage, pour le gouvernement taïwanais, c'est intéressant, puisqu'en fait, ça permet de conférer à toute une partie de la population, ces familles qui possèdent des petits lopins de terre, de bénéficier en fait d'un complément de retraite, et retraites qui ne sont pas très élevées, qui sont d'autant moins élevées en plus pour les gens qui ont passé leur vie dans l'agriculture, puisqu'en fait dans notre zone, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en fait, la fixation du niveau de montant des retraites. Il me semble que c'est en partie par capitalisation, mais quand on demandait les montants des retraites, souvent les montants des retraites des gens qui avaient passé leur vie dans l'agriculture étaient 2 fois moins élevés que celles qui avaient travaillé à l'extérieur et qui étaient revenus ensuite en fin de vie. Après, il y a eu une réforme en 2021, du coup ça va changer. Mais les gens aujourd'hui qu'on rencontre en bénéficient pas encore. Bien sûr, le prix très élevé des terrains agricoles à Taïwan, et ce n'est pas anecdotique puisque ce sont comparativement parmi les terrains agricoles les plus chers au monde, selon une étude de la juriste Jessica Lee. Ce prix très élevé s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a donc l'absence de taxes sur l'héritage des terres agricoles, dont Victor et Pierre nous ont parlé, mais aussi le fait que ces terrains peuvent permettre dans certaines situations d'y bâtir un logement ou une petite usine. Il a
est désormais temps de conclure cet épisode avec Pierre Lucas qui souligne encore la grande diversité que Victor Besnier et lui ont pu observer sur leur terrain d'études de seulement 50 km² à Pingdong. Donc on a vu du coup dans cette zone d'études, en fait on arrivait dans un très petit périmètre à en fait recouvrir une très grande diversité de modes d'exploitation, que ce soit concernant les conséquences de l'agriculture sur le paysage, dans la façon dont en fait vont se répartir différentes ethnies dans l'espace aussi, puisqu'on a vu qu'il y avait une zone qui était occupée par des aborigènes, une zone plutôt par des Taïwanais et une partie qui était à l'époque cultivée par des vétérans qui étaient arrivés avec Chiang Kai-shek. Un autre aspect de la diversité qu'on retrouve, c'est diversité de structuration économique des exploitations. Une zone qui fait partie de notre zone d'étude, mais qu'on n'a pas abordée là, jusque-là, mais c'est cette zone de plateau qui en fait correspond à ce qu'on appelle une exploitation capitaliste. C'est une grande terrie industrielle. Et en fait, dans notre zone d'étude, on va retrouver à la fois des exploitations familiales, donc des exploitations en fait, à la fois le capital et le travail sont fournis par les mêmes personnes. On a des exploitations patronales, qui correspondent en fait à ce qu'on va retrouver dans l'agriculture de location. En fait, on va avoir des patrons qui vont fournir le capital, qui vont fournir le travail, mais qui ne vont pas être les seuls exclusivement à fournir le travail, puisqu'ils vont avoir des ouvriers aussi qui vont travailler avec eux. Et on a une exploitation capitaliste, qui est une exploitation où cette fois-ci, les capitaux sont strictement séparés du travail, puisqu'en fait, c'est des personnes différentes qui vont fournir le capital, donc les machines, l'usine, tout ça, et d'autres qui vont fournir le travail qui est fourni par des employés. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour écouter les explications de Pierre Lucas et Victor Besnier sur cette grande exploitation de thé, la ferme de Lao Pi, qui fonctionne sur un modèle capitaliste. Ils dévoileront aussi pour quelles raisons ils sont venus à Taïwan effectuer leurs recherches de terrain dans le cadre de leur Master 2 à AgroParisTech. Ce sera la dernière partie de cette interview à ne pas rater. C'était ça pour Taïwan dans toute sa diversité, à mercredi prochain.